Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Je vais vous parler d'un tout autre registre que celui de l'environnement. Donc c'est celui des cancers viro-induits, c'est-à-dire les cancers induits et provoqués par des agents infectieux. Je vais commencer donc d'abord par quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'en 2018, le fardeau mondial du cancer a atteint un peu plus de 18 millions de nouveaux cas et il est responsable d'un peu plus de 9 millions de décès dans le monde. On estime actuellement qu'un homme sur 5 et une femme sur 6 dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie. Et qu'un homme sur 8 et une femme sur 11 mourront malheureusement de cette maladie. Donc, quant à la répartition des cancers, on sait qu'aujourd'hui, les cancers les plus répandus sont ceux du poumon et du sein, qui viennent en tête de liste, suivi de celui du colorectum, de la prostate et de l'estomac. Ensuite, de façon variée, les autres types de cancers. Donc, il faut savoir que ces chiffres sont en augmentation. Ils ont toujours été en augmentation jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dû à trois facteurs essentiellement. Ceux-ci sont dus à trois facteurs essentiellement. D'une part, l'augmentation de la population mondiale, le vieillissement de celui-ci aussi qui contribue à l'augmentation des chiffres, et enfin, les modes de vie donc, à travers le monde qui continuent donc, à se dégrader de par les crises économiques. On sait actuellement donc, que le rôle de la génétique, de l'environnement, de l'alimentation dans les processus de l'oncogénèse est clairement établi, mais qu'en est-il des agents infectieux? Quelle est la part de responsabilité des agents infectieux dans l'oncogénèse? Il faut savoir que les infections, qu'elles soient causées par des bactéries, des parasites ou des virus, sont à l'origine de multiples maladies. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Mais ce qu'on le sait moins, donc quelle est la part de ces agents infectieux dans la cancérogénèse? Un petit cours d'histoire. Je vous présente le docteur Rousse, le père de la théorie donc virale dans la genèse des cancers par les virus. Au fait, il s'est prêté à une petite expérience en 1911 déjà. Donc, il a pris des poules atteintes de sarcome, donc qui est une tumeur musculaire. Il a filtré cette tumeur-là, il a enlevé toutes les cellules cancéreuses et les a injectées à des poules indemnes donc, de cancer. Donc, il s'est rendu compte par la suite que ces poules qui étaient indemnes au départ développaient un cancer. C'est là qu'il a émis la théorie que peut-être il y avait un agent donc infectieux, donc notamment donc des virus, qui était responsable au fait de ce processus d'oncogénèse. Par la suite, de nombreuses recherches sont venues appuyer les recherches du docteur Rousse dans les années 50, et c'est là que la théorie virale du processus de l'oncogénèse a été démontrée, et ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 1966. Donc, on sait actuellement que près d'un cancer sur 6 dans le monde est associé à une infection. Et 2 millions de cancers d'origine infectieuse sont recensés chaque année dans le monde. Il s'agit pour la plupart des cancers du foie, du col de l'utérus et de l'estomac. Heureusement que ces cancers pourraient être évités. Il existe pour la plupart de ces cancers des moyens de prévention via la vaccination ou alors des traitements qui permettent de guérir la maladie initiale avant d'initier le processus oncogène. Sur cette cartographie mondiale, on montre la répartition des différents cancers viraux induits. Et comme vous pouvez le constater, 2 tiers des cancers induits par des virus surviennent dans les pays en voie de développement. Sur une étude, une méta-analyse réalisée en France en 2015, ils ont voulu savoir quelle est la part des infections dans la genèse des cancers. Donc, ils ont retrouvé que sur les 352 000 nouveaux cancers enregistrés en 2015, près de 4% étaient attribués à des agents infectieux. Donc, en tête de liste, venait l'hélicobacter pylori et l'HPV, l'agent responsable du cancer du col utérin. Mais qu'en est-il dans les pays en voie de développement? En 2012, on avait enregistré 14 millions de nouveaux cas de cancer. Et sur ces 14 millions, 15% étaient attribués à des agents infectieux. Vous voyez ici, dans les pays développés tels que la France, les agents infectieux sont responsables de 4%. Dans les pays en voie de développement, donc cette proportion, elle prend une autre dimension, elle atteint 15%. Et ceci, bien évidemment,
est due donc aux conditions donc socio-économiques et l'accès donc aux vaccinations, au dépistage qui est difficile. Avec de fortes variations qui peuvent aller jusqu'à 40% dans les pays d'Afrique subsaharienne. Au Malawi ou au Mozambique, il atteint 50%. Vous allez me dire comment agissent ces agents infectieux dans le processus de l'oncogénèse. Il faut savoir que ces virus qui induisent le cancer, appelés oncovirus, peuvent modifier l'ADN et le chromosome des cellules infectées, soit directement, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent la cellule et qu'ils l'infectent, ils modifient donc son chromosome et l'ADN qui va se mettre à répliquer de façon anarchique, ou bien à distance après l'épisode infectieux donc aigu lors de la réparation des cellules déjà infectées. Il faut savoir que ce processus est lent et que l'agent infectieux lui-même, le virus lui-même, n'est pas le seul responsable du processus carcinogène. Il y a d'autres facteurs qui viennent aussi renforcer donc la carcinogénèse. Et je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on est infecté par un oncovirus qu'on aura forcément un cancer, heureusement. Donc, une liste d'agents infectieux a été répertoriée. Les principaux agents infectieux responsables du processus de carcinogénèse, on en dénombre une dizaine. Heureusement qu'ils ne le sont pas tous. Donc, c'est surtout les virus. Pour les agents bactériens, donc il y a l'hélicobacter pylori, que je suppose tout le monde connaît, donc qui est responsable des gastrites et ensuite des cancers gastriques. Pour les parasites, on dénombre un. Donc chez le Schistosoma hematobium, donc qui est fréquent au niveau de l'Afrique. Nous avons choisi de vous parler de quelques types de cancers, donc viraux induits. En tête de file, on a choisi de vous parler du carcinome hépatocellulaire du foie, donc induit par les virus des hépatites B et C. Le cancer du foie induit par les hépatites de virus B et C. Il faut savoir que ce carcinome est dans le monde le 5e cancer en termes d'incidence. Et le deuxième en termes de mortalité, avec près de 850 000 cas par an. 80% de ces cancers du foie donc, sont dus à une infection par le virus de l'hépatite B, dans 55% des cas, ou le virus de l'hépatite C, dans 25% des cas. Il faut savoir qu'en Afrique, le carcinome hépatocellulaire est la deuxième cause de cancer chez l'homme et la troisième chez la femme. Il faut savoir qu'à côté du rôle donc, établi de virus de l'hépatite B et C dans l'oncogénèse du carcinome hépatocellulaire du foie, d'autres facteurs viennent intervenir aussi. Parmi ceux-ci, les prédispositions génétiques, les facteurs environnementaux, tels que le syndrome métabolique, l'alcool. Il faut savoir qu'au niveau mondial, 1 milliard de personnes ont été exposées au VHB et au VHC. C'est une endémie. Dont 170 millions sont porteurs chroniques de VHC, 240 millions sont porteurs de VHB. Et entre 15 et 40% de ces patients qui soient infectés par le VHB ou le VHC développeront au cours de leur vie une cirrhose puis un carcinome hépatocellulaire. Les chiffres sont effarants. Il faut savoir qu'en matière donc, de virus de l'hépatite B, donc c'est un virus qui est difficile à éradiquer, qu'on ne peut pas éradiquer une fois infecté. Pourquoi? Parce que quand il atteint la cellule du foie, en l'occurrence l'hépatocyte, il se transforme en mini-chromosome viral qui s'intègre dans l'ADN de l'hépatocyte. C'est ce qu'on appelle l'ADN superenroulé triple C. C'est pour ça qu'il est difficile à l'heure actuelle de mettre au point un traitement curatif de l'hépatite V. Donc, on n'arrive qu'à une virosuppression, c'est-à-dire qu'on arrête la réplication du virus, mais on ne guérit pas au stade actuel les patients atteints d'hépatite virale B chronique. Il faut savoir que le risque de développer un carcinome hépatocellulaire est de 10 à 25 fois plus important chez les patients porteurs d'hépatite virale chronique B que chez les sujets indemnes. C'est dire que le rôle du virus de l'hépatite B dans la carcinogénèse du carcinome du foie n'est plus à établir. Par ailleurs, il faut savoir qu'une fois infecté par le virus de l'hépatite B, on n'a pas besoin d'arriver au stade tardif de l'inflammation, au stade de cirrhose, etc., pour pouvoir développer un carcinome hépatocellulaire. Ce carcinome peut survenir à n'importe quel stade de l'inflammation, contrairement au virus de l'hépatite C, qui, lui, donc, est carcinogène, certes,
mais il nécessite donc une durée plus longtemps jusqu'au stade tardif de l'inflammation, voire 2-3 décennies. Donc, mais heureusement, donc ce cancer, le carcinome hépatocellulaire, donc certes c'est un carcinome donc qui est grave, mais qui reste évitable donc par la vaccination et les traitements donc antiviraux qui ont été mis en place et qui sont efficaces. En matière d'hépatite B, il faut savoir qu'il existe un vaccin, que tout le monde peut se faire vacciner avant qu'il ne soit contaminé et que cette vaccination permet d'éviter l'infection. Il faut attendre jusqu'en 2020-2025 pour pouvoir parler d'éradication, pour diminuer au fait la prévalence donc, du carcinome hépatocellulaire. Chose donc, qui est faite par exemple en Taïwan. Donc la vaccination a été introduite très tôt, dans les années 80, et ça leur a permis donc actuellement de diminuer la prévalence du carcinome hépatocellulaire de près de 70%. Donc ce qui est énorme, ça allège vraiment donc la facture des traitements. En matière d'hépatite C, donc l'hépatite C, actuellement il n'y a pas de vaccin, mais heureusement il y a un traitement antiviral donc, qui est donc très actif. Et actuellement en matière d'hépatite C, on parle de guérison. C'est-à-dire un malade infecté par le virus de l'hépatite C, dès lors qu'il reçoit donc son traitement, donc il peut espérer donc une clairance du virus et guérir de la maladie. Le deuxième type de cancer dont nous avons choisi de vous parler, donc qui est d'actualité, c'est le cancer du col de l'utérus et les papillomavirus. Je pense que c'est tout le monde qui est donc au courant donc que le cancer du col de l'utérus donc est attribué au virus du papillomavirus. En 2018, dans le monde, 570 000 de nouveaux cas ont été diagnostiqués. Chaque année, 310 000 femmes meurent de cette maladie. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes dans les pays en voie de développement et la première chez la femme africaine. D'après l'OMS, le cancer du col utérin tuera d'ici 2030 près de 443 000 femmes dans le monde, dont près de 90% seulement en Afrique. Les infections donc à HPV 16 et 18, parce qu'il faut savoir qu'il existe près de 40 génotypes d'HPV qui sont cancérigènes, mais c'est le 16 et les 18 qui sont réputés à haut risque du cancer donc, de l'utérus et qui sont responsables donc, du cancer du col de l'utérus. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'infection à HPV qui est responsable du cancer du col de l'utérus, ce n'est qu'un précurseur. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui accélèrent le processus de cancérogénèse. Parmi eux, donc les altérations donc, immunitaires, d'autres IST, c'est-à-dire d'autres infections sexuellement transmissibles, telles que le chlamydia trachomatis, les herpès virus, les CMV. C'est pour ça que donc on retrouve plus de cancer du col de l'utérus à HPV dans les pays donc si développés, notamment en Afrique. On a incriminé aussi l'utilisation donc du tabac, des contraceptifs donc oraux au long cours. Mais il faut savoir que ce virus-là, le papillomavirus, l'HPV, n'est pas responsable que du cancer du col de l'utérus, il est aussi responsable de cancers anogénitaux, notamment le cancer anal, de la vulve, du vagin et du pénis chez l'homme. C'est pour ça donc qu'on va le voir plus tard, de plus en plus on vaccine les garçons contre l'HPV. Et de façon plus récente, on a retrouvé une association avec des cancers ORL, notamment le cancer de l'oropharynx, l'amygdale, la base de la langue, le palais et la paroi pharyngée qui est attribuée à l'HPV donc de type 16. C'est-à-dire l'HPV est aussi responsable donc de cancer oropharyngé. Compte tenu du dépistage des cancers du col utérin qui sont peu sensibles et difficilement réalisables en Afrique, donc l'intérêt de la vaccination n'est plus à démontrer. Donc depuis 2012, on vaccine dans les pays occidentaux et les pays donc développés contre l'HPV. La France, par exemple, elle en est à 20%. C'est dire que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais ça va venir. En Australie, par exemple, l'Australie est un modèle pour la vaccination contre l'HPV. Actuellement, ils sont arrivés à une couverture vaccinale de près de 75%. Donc, ils vaccinent aussi les garçons. Pourquoi les garçons? Parce que je vous ai dit que l'HPV n'est pas responsable que du cancer du col de l'utérus, mais il pouvait aussi être responsable de cancer anal, de cancer donc, du pénis. C'est pour ça qu'ils sont pris donc,
l'initiative de les vacciner. Et récemment, j'ai trouvé un article même au Royaume-Uni. Donc au Royaume-Uni, ils commencent actuellement, ce n'est que récemment qu'ils ont commencé à vacciner aussi les garçons. Mais il faut savoir qu'il existe 3 vaccins et que tous ces vaccins donc, sont efficaces contre les HPV à haut risque de cancer. Donc le 3e type de cancer dont je vais vous parler, et que je suppose que vous connaissez aussi, c'est les lymphomes et les infections dues à l'herpès, l'Epstein-Barr virus. L'Epstein-Barr virus, donc, qui est responsable de la mononucléose infectieuse, c'est une maladie qui est contractée donc, précocement dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc c'est un herpès virus, il est responsable au fait d'une angine et quelques ganglions qui passent souvent donc inaperçus. C'est une maladie donc qui est bénigne en soi, mais qui une fois donc guéri, l'Epstein-Barr virus, il reste quiescent, il reste latent au niveau de l'organisme. Voilà, et c'est à l'âge adulte et c'est à l'occasion de facteurs favorisants que cet Epstein-Barr virus peut être à l'origine donc de cancer. Et heureusement que tout le monde n'est pas donc susceptible de développer un cancer. Le lymphome de Burkitt et l'Epstein-Barr virus, le lymphome de Burkitt, donc c'est la première pathologie donc maligne dans laquelle le rôle étiologique du virus a été établi. C'est-à-dire c'est le premier cancer dont on a parlé, et dont l'étiologie donc virale a été clairement établie. Le carcinome indifférencié du nasopharynx, c'est celui que vous connaissez sous le nom du cancer du cavum. Le cancer du cavum est très répandu donc, au Maghreb, avec une incidence de 3 à 7 pour 100 000 donc, habitants. Donc, dans ces cancers, l'Epstein-Barr virus, donc je vous ai dit, il persiste longtemps dans les cellules donc, de l'organisme. C'est pour ça qu'à l'occasion d'autres facteurs, donc, il développe un cancer. Et plusieurs études ont été menées sur ça. On a incriminé donc, les condiments. On a incriminé aussi l'alimentation donc sur la braise, la fumée donc de la cuisson, l'harissa, etc. Plusieurs étiologies donc sont venues aussi renforcer l'étiologie virale. Donc on sait actuellement qu'il y a donc des cancers qui sont fréquents chez le patient donc atteint de SIDA et ces cancers sont classants SIDA. Ces cancers sont le lymphome non-Hodgkinien, le sarcome de Kaposi, qui est dû à l'herpès virus de type 8, et le cancer invasif du col. Donc, ceci est expliqué par l'association donc fréquente d'infections donc virales au VIH. Par contre, on constate actuellement qu'il y a une augmentation d'autres types de cancers qui ne sont pas classants SIDA. Parmi eux, le lymphome de Hodgkin. Et on a constaté aussi de façon effarante l'augmentation de l'incidence des cancers bronchopulmonaires dont l'étiologie exacte n'est pas expliquée. Elle est augmentée de 3 à 4 fois chez le patient donc VIH, le cancer du canal anal et le cancer du foie. La mortalité des patients VIH en France, par exemple, donc, est liée à un cancer 1 fois sur 3. Là, c'est une étude qui a été menée en France du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, c'est l'étude OncoVIH qui a réuni une grande cohorte qui s'est attachée au fait à chercher quelle est la prévalence des cancers donc non classants chez les patients VIH. Et les conclusions sont ceci. L'incidence des cancers chez les patients VIH est supérieure à celle observée dans la population générale. À titre d'exemple, le cancer anal, par exemple, est 40 à 100 fois plus fréquent chez les patients donc VIH que chez la population normale. L'Hodgkin, idem, 10 à 30 fois plus fréquent chez les patients VIH. Et on a cherché à comprendre donc, le mécanisme du pourquoi ces cancers-là sont plus fréquents chez les patients atteints donc, de SIDA. Une grande étude de cohorte menée de 1998 donc, à 2006, c'est la cohorte donc, Aquitaine qui a réuni des centaines de milliers de patients donc, VIH. Donc, elle a retrouvé entre autres, donc, parmi d'autres facteurs, la diminution de l'immunité donc, cellulaire du taux de CD4 et l'augmentation de la charge virale liée au virus VIH lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.